Madame Boka, bonjour. Je me présente, je suis Valérie. Bonjour à tous, Madame Boka, moi je suis Daniel. Et votre voix off sera faite par Chris. Donc, les amis du Congo, bonjour. On a été nombreux à observer les élections, comment elles se sont passées. Donc, il y a eu beaucoup de fluctuations par rapport à la présidence, surtout avec les résultats provisoires qui sont sortis là. Aujourd'hui, c'est basé sur la Constitution énormément et un peu avec la loi électorale. Donc, on se propose de vous présenter qu'est-ce que c'est le président de la République, comment on devient président de la République, le rôle d'un président de la République et ses différentes prérogatives. Avec ça, on a choisi quelques thèmes, donc précisément pour de balayer l'ensemble des aspects du président qui sont abordés dans la Constitution et dans la loi électorale. Le premier sujet sera la définition de ce que c'est le président et les rôles du président. Ensuite, nous aurons les élections et le président. Après, nous aurons les nominations et le président. Nous aurons aussi les pouvoirs publics. Ensuite, nous aurons la révision constitutionnelle. Et enfin, nous aurons la fin du mandat du président ou la vacance du mandat du président. Voilà, toute chose a une fin. C'est ça. Eh ouais. C'est ça. Ça tombe bien parce que j'aimerais savoir ce que c'est le rôle du président, surtout dans le contexte congolais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, Daniel? Le président de la République, c'est le chef de l'État. Mhm. C'est le symbole de l'unité nationale. C'est aussi le garant de l'intégrité du territoire. C'est aussi le garant de la souveraineté nationale, donc la souveraineté du pays. C'est aussi le garant du respect des traités et des accords internationaux. Mais j'aimerais rebondir un peu sur ce que Valérie a dit. Ouais. En tant que garant, son rôle primordial, c'est de veiller à ce que la Constitution est respectée. Ok. Et aussi un point qu'on ne devrait pas oublier, le président de la République, c'est le commandant suprême des forces armées. Le commandant suprême des forces armées, il ne doit pas être militaire pour ça? Non, pas forcément. Il n'est pas obligatoire que le président soit militaire. Et ce statut de commandant suprême lui confère le droit de présider le Conseil supérieur de la défense et dans lequel il est entouré des personnes et domaines. D'accord, ok. Et est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, parce qu'à titre d'exemple, lors de la déclaration d'une guerre, donc je parle sous gouverne de la Constitution, de l'article 143 de la Constitution, le président de la République se doit de consulter les membres du Conseil supérieur de la défense. Donc forcément, il ne peut pas prendre des décisions militaires tout seul dans sa chambre, il doit consulter des personnes qui sont du domaine. Je peux même ajouter que ce statut lui permet de donner des grades dans les ordres nationaux et des décorations. D'accord, ok. Donc, dans ces fonctions, donc on va aborder, je vais être un peu répétitif, mais qu'on va aborder prochainement, il nomme aussi les officiers généraux et les officiers supérieurs des forces armées et de la police nationale. D'accord. Ouais. D'accord, mais c'est bien beau qu'il ait tous ces rôles-là, mais avant d'arriver à ce poste de président, il doit d'abord passer par les élections. Oui, bien sûr. Il y a des élections, comme vous avez vu récemment, il y a eu des élections en RDC, mais il y a quand même des bases et des règles pour pouvoir se présenter en tant que président de la République. Dans un premier temps, il faut être congolais. Ok. De père et de mère. La fameuse. Non. T'es pas obligé en tout cas. Congolais d'origine quand même. Oui, c'est ce que la Constitution établit, il faut être congolais d'origine. Donc quand on est naturalisé, ça marche pas. Quand on est naturalisé, non. D'accord, ok. Et aussi, il faut avoir au moins 30 ans. Donc, pour nos amis qui ont 25 ans, il faudra attendre un peu plus d'années pour pouvoir diriger notre si beau pays. D'accord. Et ensuite, il faut jouir de la plénitude de tous les trois civils et politiques. Il faut également avoir eu un diplôme d'études supérieures, donc universitaire, on peut dire aussi, ou avoir eu une expérience de 5 ans dans un domaine politique, administratif ou socio-économique. Donc, il faut aussi être enrôlé au moment de la présentation de son projet de candidature. Moi, je voulais savoir, Christopher, est-ce que tu pourrais prétendre, toi, à la présidence de la République? Donc, je vais te demander pour ça, si tu veux devenir président,
Est-ce que tu es congolais, de père et de mère? Non. Je le suis. D'origine. D'origine, je le suis. Je ne suis pas naturalisé. Ok. Et est-ce que tu as plus de 30 ans? Non, pas encore. Je vais devoir Ah attendre pour mince, ça. donc tu respectes pas l'un des critères primordiaux de la Constitution et de la loi électorale. D'accord. Faudrait que tu attendes 30 ans moins ton âge pour arriver aux élections, à postuler. C'est qu'en 2028, je pense qu'en 2028, tu Ça devrait le faire normalement. 2028, je vais pouvoir. Tu pourras te présenter. Hein. Ok. Donc, une fois ces conditions remplies, il faudra donc attendre forcément les prochaines élections qui sont en 2028. Ouais. Donc là, c'est trop tard. Je suis désolé, Christopher. Peut-être que tu aurais pu battre Monsieur Tshisekedi, mais La prochaine fois, je... la prochaine Je te fois. vois bien. Hein. Je te vois bien. Christopher Béton. Donc voilà. Ensuite, la Commission électorale nationale indépendante, qui est la CENI, convoque les élections 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ok. Donc voilà, il faut savoir qu'un président est président jusqu'au moment où le serment du président suivant est, est prononcé. Exactement, c'est le terme que je voulais utiliser. Du coup, si je veux me présenter en 2028, qu'est-ce que je dois fournir à la CENI pour pouvoir être un candidat aux élections? Alors, sur la loi électorale, d'abord, il faut être congolais d'origine congolaise, donc il faudra fournir une preuve, c'est-à-dire un certificat de nationalité. Il y a aussi un extrait de casier judiciaire en cours de validité. Donc, on ne veut pas de criminels Ça va. de notre pays. Donc, juste pour compléter aussi, Ben, cet extrait de casier judiciaire, il sert à respecter le critère de jouissance de la plénitude des droits civils et politiques. D'accord, ok. Donc, comme il a bien expliqué, et après, à part le casier judiciaire, l'extrait du casier judiciaire, il y a aussi un récépissé des frais de paiement de dépôt de candidature. Et ces frais sont non remboursables. D'accord. Donc, il faut vraiment être sûr que vous voulez brinquer le mandat du président. Et ces frais s'élèvent à 160 millions de francs congolais. Et cela équivaut à combien, Valérie? Oui, ça équivaut à peu près à 58 447,73 $. Donc, l'idée reçue des 100 000 $ est vraiment une idée reçue. Donc, la loi électorale parle d'un montant en francs congolais. D'accord. Il faut veiller à ça. Ah, parce que c'était une des raisons qui me faisait peur. Je me disais, 100 000 $, ça va être quand même un peu cher. Non, c'était à l'époque avant l'inflation. Il y a aussi un original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique. Donc, il faut un parti politique dans ce cas-là, ou du regroupement politique. Donc, parfois, des personnes n'ont pas de parti politique ou ont des partis politiques et se regroupent avec d'autres partis politiques pour poser une candidature commune. Et il y a aussi, et bien sûr, la candidature indépendante. D'accord. Qui est un peu plus compliquée, mais qui existe. D'accord. Il faut aussi une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lieu de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique, comme on en a parlé. Tu penses que c'est pas beaucoup, c'est tout ce qu'on demande, il n'y a pas trop d'exigences ou bien c'est... Encore heureux que le poste de président de la République demande autant de prérequis. Ouais. Franchement, si c'est pas un larbin qui doit diriger notre pays. Je suis d'accord. Donc, Il faut s'adapter, hein. d'adapter. Avec un grand pays, on mérite quand même Un grand président. avec une grande Responsabilité. Exactement. Donc, juste pour clôturer ce thème des élections, donc la loi électorale fait apparaître que le président, la loi électorale et la Constitution, pour me reprendre, font apparaître que les élections présidentielles se déroulent avec un suffrage universel direct. D'accord. Ça veut dire que c'est les électeurs, la population qui va voter
sur des urnes ou dans des urnes via la CENI. D'accord. Et est-ce que ça se passe comme dans d'autres pays sur 2 tours ou comment que ça s'organise? Bon, au Congo, en 2006, il y avait 2 tours. Ok. Bon, je pense que je pense en 2006 parce que 2006, c'est l'année où nous avons eu les premières élections libres et démocratiques. D'accord. Donc, il y avait un scrutin de 2 tours. Mais à partir de 2011, la loi électorale a été modifiée pour permettre un scrutin à un seul tour. D'accord. Peu importe si le gagnant a la majorité ou pas. D'accord. Donc, un seul tour, le premier, comment dire en anglais, the winner takes it all. Le premier remporte la victoire. Ok, d'accord. Oui. Et c'est le gagnant sera président pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ok. Et donc, à l'issue de son élection, le président est installé via la prestation de serment, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, moi j'en rêve. Donc, je dirais, moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement, je rigole. Donc, il y a un des articles de la Constitution dont on va faire mention dans la description de la vidéo, qui écrit clairement les mots que le président doit prononcer devant la Cour constitutionnelle. D'accord, ok. Donc voilà un peu pour les élections. Donc à l'issue de ça, administrativement, il y a encore une chose à faire qui est très importante et pas des moindres, mais qu'on néglige, c'est la déclaration auprès de la Cour constitutionnelle du patrimoine familial énumérant les biens, donc les meubles, les immeubles, les parts sociales que le candidat ou le président élu a dans certaines entreprises, les obligations qu'il peut avoir, les autres valeurs, les comptes en banque, les terrains bâtis et non bâtis, les forêts qu'il pourrait posséder, ensuite les plantations et les terres agricoles et peut-être les mines qu'il pourrait posséder. Donc tout ça, c'est pour permettre un contrôle, donc un état des lieux en amont et en aval. D'accord, et tout ça n'est pas restreint juste par le territoire congolais, c'est partout dans le monde qui doit être déclaré. Il doit déclarer tous ses biens, tous ses biens qu'il possède. D'accord. Donc ça permet quoi? Ça permet que à l'entrée, on sache ce qu'il a, et à la sortie, qu'on sache aussi ce qu'il a. Ok. Mais justement, après son élection, c'est quoi le rôle du président de la République une fois en poste? Voilà. Pour te reprendre, je vais commencer par la nomination. Donc, le président de la République nomme et révoque le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Ok. Le président de la République aussi, il nomme aussi les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Il nomme les hauts fonctionnaires de l'administration publique. Il nomme les responsables des services et établissements publics. Et il nomme les mandataires de l'État dans les entreprises, c'est-à-dire les DG, les ADG, les PDG que vous connaissez. Et je laisse un peu Valérie. Il y a aussi, donc, en précision, il faut savoir que lorsque le président communique, donc surtout vis-à-vis de ces sujets-là de nomination, il communique souvent par ordonnance. En général, donc il communique par ordonnance. Il peut aussi communiquer à la population par des messages oraux ou des messages lus par son porte-parole. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc dans la continuité, le président nomme aussi des magistrats, donc par ordonnance aussi. Par ordonnance qui est donc contresignée par le Premier ministre une fois qu'il est nommé, désigné. Donc, une autre parenthèse qui me revient aussi, faut se dire que le Premier ministre, il est nommé dans la majorité parlementaire. Ça veut dire que dans le Parlement qui est la chambre basse et la chambre haute, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc dans la majorité de ces deux chambres-là, c'est là que le président choisit son Premier ministre.
Ok. Et s'il n'y a pas cette majorité-là, alors le président, il instruit une consultation. Ok. Donc, consultation dont on parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc pour continuer, en termes de nomination, le président a aussi une part de nomination dans la Cour constitutionnelle qui est en dehors du pouvoir exécutif dont fait partie le président. Donc, pour refaire une autre parenthèse, dans une démocratie, il existe le pouvoir exécutif qui est composé par le président, le premier ministre et les membres du gouvernement. Il existe le pouvoir législatif, donc qui est en charge de proposer des lois et de valider des lois. Donc, ce pouvoir-là, il est composé du Sénat, donc la chambre haute du Parlement, et de l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse du Parlement. Donc, ces deux pouvoirs qui ont des liens dans le travail, mais qui sont séparés justement pour entretenir la démocratie. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, qui est aussi un troisième pouvoir qui est entre guillemets indépendant des deux premiers pouvoirs. Donc, pour imager ça, donc, le Parlement, qui est le pouvoir législatif, va voter des lois qui seront votées et validées, qui seront soumises au pouvoir exécutif, qui sera chargé de les exécuter avec tous les moyens qu'il a avec lui, donc l'armée, la police nationale, donc tous les moyens qu'il a autour de lui. Et il y a les cours et tribunaux, donc, qui sont composés par... Donc, je vais pas spoiler, il y aura une prochaine vidéo là-dessus. Donc la Cour constitutionnelle est une partie de ces cours et tribunaux qui comprend 9 membres nommés par le président. Ok. Donc il y a 9 membres qui sont nommés par le président, mais attention, il y en a 3 qui sont nommés de sa propre initiative. Il y en a 3 qui sont désignés par le Parlement, réunis en congrès. Donc en congrès, quand on parle de congrès, c'est quand le Sénat et l'Assemblée nationale siègent ensemble. Donc dans ce congrès-là, il y a 3 désignés aussi. Ensuite, il y a 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce sujet-là fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Ça mérite. Prochaine vidéo, sinon on risque de faire une vidéo de 20 minutes qui sera lourde à digérer. Donc, à partir de là, je pense que on a fait le tour des nominations auxquelles le président, donc l'un des rôles principaux du président après son élection. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport au rôle du président? Et à part les nominations, le président, il a d'autres rôles ou pas? Ouais, bon. Malheureusement, vu le peu de temps qu'on a, on ne pourra pas aborder l'ensemble des rôles. On va aborder les principaux rôles du président. Donc, je vais laisser la parole à Dan qui va nous parler des premiers. Voilà, donc ce soir, les nominations. On a un certain rôle exceptionnel du président et notamment sa capacité, ou bien ses prérogatives de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, il est la seule entité qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et il peut le faire après consultation avec le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale. Il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il est aussi à l'initiative de la révision constitutionnelle. Je ne sais pas si Valérie, tu veux en parler plus sur ce sujet. Alors, la révision constitutionnelle, on a eu droit à une révision constitutionnelle donc depuis 2006, comme Dan nous en parlait tout à l'heure. Donc 2006 qui est l'année réelle de démocratie en RDC. Donc la loi a été révisée en 2011. Donc ça, c'était sous la présidence de Joseph Kabila Kabange. Donc le président est le seul qui peut initier, la seule personne à initier cette révision constitutionnelle. Mais il existe d'autres entités qui peuvent initier cette révision. Il faut que vous sachiez aussi que vous, en tant que Congolais, vous pouvez initier la révision de la Constitution. Pour ce faire, il faut que vous soyez 100 000, que vous signiez une pétition avec vos noms
avec 100 000 membres de cette pétition que vous pourrez soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement. Si validation il y a de cette pétition, cette révision constitutionnelle peut avoir lieu. Il faut savoir aussi que le président du Sénat ou président de l'Assemblée nationale peuvent initier cette révision constitutionnelle. D'accord. Pour finir avec les sujets des rôles exceptionnels du président, il faut aussi savoir que le président est l'acteur qui négocie et ratifie les traités internationaux. Donc, on lui donne ce plein pouvoir. Quand on élit le président, on lui accorde ce plein pouvoir. Et ensuite, le président de la République, c'est lui qui promulgue les lois. Et il doit promulguer les lois dans les 15 jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus. D'accord. Donc, juste pour le process, c'est que les lois sont votées et sont débattues au Parlement. Ensuite, elles sont validées au niveau du Parlement, passent par le président de la République qui peut demander une relecture au niveau de l'Assemblée et du Sénat de cette fameuse loi, et puis qui lui sont resoumises pour une promulgation de la loi, donc par ordonnance, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça, principalement les rôles du président de la République. D'accord. Et comme toute chose ont une fin, comment ça se passe lors de la fin du mandat d'un président de la République au Congo? Alors, il y a plusieurs fins déjà. Donc on va commencer par la fin la plus positive. Donc comme on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc un président qui arrive au terme de son mandat, il est sénateur à vie, c'est sûr, c'est pas une fake news, il est sénateur à vie. L'autre fin qui est un peu moins marrante, c'est le décès d'un président ou l'incapacité d'un président. Donc à ce moment-là, le président du Sénat prend la présidence intérimaire et la CENI est saisie pour organiser des élections dans les 90 jours qui suivent. D'accord. Ensuite, il peut arriver aussi que malheureusement le président soit condamné pour des fautes sur la Constitution. Donc je laisserai Dan s'exprimer là-dessus. Oui, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle la déchéance du président de la République. C'est lorsque le président de la République viole intentionnellement la Constitution. Ou lorsque le président de la République est reconnu coupable des violations graves des droits humains. Il y a aussi lorsque le président commet un crime, un délit de cessation de territoire. Alors, quel est le processus pour poursuivre la déchéance du président? Il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat soient réunis et que la majorité du 2/3 de ce congrès puisse voter en faveur de la déchéance du président. Et c'est ensuite que la Cour constitutionnelle peut déclarer officiellement la déchéance du président. Et c'est la fin. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Christopher. Donc, si tu n'as pas d'autres questions, on aura essayé de répondre vraiment à la majorité des questions que nous-mêmes, nous ne savions pas avant d'entrer dans l'étude de ce sujet, qui est vraiment merveilleux à connaître. Un peu fastidieux. Un peu fastidieux, surtout en préparation. Et pardonnez-nous d'avance, pardonnez-nous si on est passé à côté de certaines obligations de président de la République. N'hésitez pas à les commenter et à mettre des likes. Oui, des dislikes, mais au moins, dites-nous ce que vous pensez de ce qui s'est passé, de comment on a traité le sujet. Et aussi, je voudrais juste ajouter, si vous avez d'autres questions, que vous pouvez ajouter aux commentaires, on pourra répondre tant qu'on peut. Et aussi, on a besoin des commentaires constructifs. Et voilà.
Je vous remercie beaucoup en tout cas pour ces informations que je n'avais pas. Maintenant, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, n'hésitez pas en commentaire à nous parler des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Nous sommes disponibles. Voilà, donc on essaiera de répondre le plus objectivement possible. Et voilà, merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.